Salut, c'est Lily, les cheveux solidaires. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Ça fait 2 ans que j'ai pas filmé quoi que ce soit alors que j'ai tout le temps plein de choses à vous dire. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment un moment important en ce moment parce qu'il va se passer plein de choses concernant les bourses qui vont être financées grâce à les cheveux solidaires. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose à partager avec vous. Euh, en fait, comment vous expliquer ça? Ça va être un peu confus parce que du coup j'ai pas écrit grand chose, j'ai rien préparé. Mais au début quand j'ai lancé les chevaux solidaires, je pensais pas que ce serait vraiment compliqué de gérer la suite de l'opération qui est donc la mise en marche, la mise en place des bourses et des projets scientifiques. Je pensais naïvement qu'il suffirait de reverser l'argent à un organisme euh, et ensuite laisser faire les choses et laisser faire les gens compétents. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou en tout cas, il faut peut-être connaître les bonnes personnes pour le faire, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Donc ces 2 dernières années, ça a vraiment été la partie récolte d'argent, récolte de fonds. Et suite à la vente de laine, les dons des designers concernant les patrons qui ont été créés exclusivement pour les chevaux solidaires, euh, on a réussi tous ensemble à récolter aujourd'hui, je dirais, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais aux alentours de 80 000 euros. Et en sachant qu'une bourse, en fonction des projets qu'on veut financer, il faut compter à peu près 40 000 euros. Donc officiellement, aujourd'hui, on aurait de quoi financer 2 bourses médicales et toutes les opérations là qui continuent, qui génèrent de l'argent pour les chevaux solidaires, du coup, seraient pour une éventuelle 3e bourse. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ces derniers mois, j'ai essayé du coup de mettre en place progressivement des choses pour pouvoir donner cette première bourse. Et c'était quand c'était en avril ou mai 2019, en mai dernier. Je suis allée à une conférence à Florence, donc où l'association MassFD était invitée en fait pour représenter les patients atteints de dysplasie fibreuse ou de syndrome de McKinnon-Bright à ce congrès international où il y avait vraiment beaucoup de chercheurs, de médecins, etc. qui faisaient qui expliquaient en fait où ils en étaient sur leurs recherches, etc. C'était vraiment très intéressant. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir accès aux bonnes personnes et pouvoir poser des questions sensées, etc. sur comment faire maintenant. Moi, j'ai récolté cet argent-là, mais il se passe quoi après? Donc c'était ça un petit peu la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, l'association MassFD, donc l'association officielle qui récolte les dons que vous faites et les bénéfices des achats liés à les chevaux solidaires, a un conseil de médecins, on va dire, qui sont les médecins qui s'occupent de Gaïa et qui sont à Lyon, des médecins qui font partie du centre de référence en fait, de la maladie. Mais l'association MassFD n'a pas de conseil scientifique. Un conseil scientifique, normalement, c'est un groupe de personnes qui sont assez compétents pour pouvoir donner leur avis voilà, sur les recherches qui se passent en ce moment et qui sont là pour aiguiller, on va dire, l'association concernant des grandes décisions à prendre. Et le problème, en fait, c'est que dans le monde, il y a peu de personnes qui sont compétentes pour faire partie d'un conseil scientifique, en sachant que ces personnes-là, elles ne doivent pas être intéressées pour postuler aux bourses. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles connaissent assez le milieu
scientifiques au niveau des os, etc., des mutations génétiques, des maladies rares, mais qui soient assez loin au niveau de leur projet de recherche, etc., pour pas vouloir postuler pour avoir la bourse. Donc c'est vraiment compliqué. Et quand j'étais à Florence, j'ai rencontré d'autres présidents d'associations qui viennent de partout dans le monde. Donc là, c'était en Italie, donc forcément cette association-là était représentée. Il y avait aussi l'Espagne, le Brésil, enfin plein de pays du monde entier. Mais il y avait aussi une fondation américaine qui s'appelle la FDF Foundation, donc Fibrous Dysplasia Foundation, voilà. Et eux, c'est vraiment une très grosse organisation, quoi. Enfin, c'est pas une association, c'est une fondation. C'est le niveau au-dessus, quoi. Ils ont des employés, il y a les personnes qui s'occupent de la com, enfin, c'est vraiment à l'américaine, quoi. Il y a des personnes qui sont dédiées juste à faire des campagnes caritatives, des dîners, des galas, enfin, comme on voit dans les films. Enfin, c'est vraiment une grosse association de personnes qui travaillent activement, donc, pour faire avancer la recherche et aussi pour sensibiliser les gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer en fait des personnes de cette fondation. Et j'ai réussi à leur demander en fait s'il était possible de bénéficier de leurs conseils scientifiques sans que j'ai besoin de m'investir ou d'avoir un rôle particulier dans leur fondation. Donc après de longues discussions, toute l'année il y a eu des appels téléphoniques avec les personnes qui représentent le conseil scientifique là-bas, etc., pour voir comment on peut s'organiser. Et la fondation a accepté de m'aider pour m'expliquer un peu comment ça se passe pour attribuer une bourse. Alors je ne sais pas si vous avez vu la toute première vidéo que j'avais faite au lancement de l'Écho solidaire. Mais à ce moment-là, j'avais envisagé en fait de donner une bourse à une personne qui s'appelle Mara Reminucci, qui était en Italie. Et en fait, cette dame-là, en fait, je pense elle est déjà financée. Je pense qu'elle n'a pas de difficulté à trouver des fonds pour pouvoir continuer ses projets. Du coup, au fil du temps, j'ai essayé de me renseigner sur trouver d'autres personnes ou d'autres sujets de recherche. Parce que là, ce qu'a fait Mara Reminucci, c'est qu'elle travaille sur les cellules souches. Donc c'est de la génétique pure, on va dire, où elle travaille sur des échantillons d'os malades que des patients lui envoient. Et donc Gaïa a déjà participé puisqu'on lui a déjà envoyé des fragments d'os à la suite d'opérations. Mais du coup, cette idée de lui donner, enfin d'essayer de l'aider elle dans ses travaux, finalement, je suis un petit peu, c'est pas que j'ai abandonné l'idée, mais bon, il y avait peut-être d'autres choses mieux à faire. Voilà où j'en étais l'année dernière. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait choisir en fait comment attribuer la bourse. Alors, normalement, on va dire, la meilleure manière de faire, c'est de faire un appel d'offres. C'est-à-dire de faire comme on fait une annonce, quoi. On dit voilà, j'ai tant à donner sur tel sujet, qui veut la bourse. En gros, pour résumer. Et ça permet de recevoir des candidatures et de ne pas se bloquer, on va dire, sur... de recevoir le plus de projets possible, quoi, vraiment d'être ouvert d'esprit et puis voilà, quoi, enfin vraiment de traiter toutes les personnes qui voudraient travailler sur cette bourse. Mais pour ça, il fallait déjà trouver un sujet. Donc sur quoi en fait je veux que cette bourse soit attribuée. Et donc pour en revenir encore une fois à Florence, parce que il s'est passé vraiment plein de choses là-bas, il y a eu deux personnes, en fait, deux chercheurs qui, lors de leur présentation,
ont donné des petites pistes en fait en disant que plus tard ils auraient aimé travailler sur le cerveau. Alors je peux peut-être faire un bref topo sans essayer de rentrer dans les détails, mais pour que tout le monde puisse suivre, parce que je suppose que peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent ici et qui ne savent pas forcément de quoi je parle. Et je parle du principe que tout le monde sait, que tout le monde connaît la maladie, etc., alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais la mutation génétique dont est atteinte ma petite fille Gaïa, c'est une mutation qui est présente dans certaines cellules du corps. Quand elle est présente dans les os seulement, donc ça s'appelle la dysplasie fibreuse, et ce qui rend les os poreux, fragiles et qui engendre des douleurs et dont Gaïa est atteinte, l'ensemble de son squelette. Mais cette mutation, en fait, elle peut se retrouver ailleurs, sur d'autres types de cellules. Quand on est atteint en fait de cette mutation ailleurs que dans les os, en plus des os, ça s'appelle le syndrome de McCune-Albright. Donc c'est le niveau au-dessus, on va dire. Et aujourd'hui, avec la connaissance actuelle de la maladie, les chercheurs pensaient que les cellules malades ne pouvaient être présentes que dans les os, dans les cellules endocrines, donc les cellules qui sont liées aux hormones, en fait les glandes qui produisent des hormones dans le corps, et la peau. Sauf qu'ils se rendent compte au fil des années que en fait ces cellules elles peuvent être présentes certainement dans tout le corps, et que ce soit dans les organes, dans le cœur et éventuellement dans le cerveau. Et nous, on sait que Gaïa, elle est très atteinte par la maladie et qu'il est possible que 80 ou 90% des cellules de son corps soient atteintes. Et elle a un retard mental. Donc, en fait, officiellement, on ne sait pas si c'est lié au syndrome de McCune-Albright ou à autre chose. Et en fait, aujourd'hui, les neurologues, quand ils veulent répondre à nos questions, ils se fient à la littérature actuelle. Et dans la littérature, quand on cherche s'il y a d'autres patients qui sont atteints de déficit mental en même temps qu'être atteints du syndrome de McCune-Albright, on ne trouve rien. Et on est allé à Lyon, donc c'est là où Gaïa est suivie, voir un neurologue, et elle, la première chose qu'elle nous a dit, c'est que pour trouver une explication à ces soucis mentaux, disons, eh bien ça venait forcément d'une autre anomalie génétique et qu'il faudrait relancer d'autres tests génétiques pour essayer de trouver ce qui peut provoquer ça, parce que pour elle, comme il n'y a rien expliquant que le syndrome de McCune-Albright peut toucher les neurones, eh ben, ça veut dire que ça ne peut pas. Et moi je trouve ça aberrant en fait de dire que sous prétexte que personne n'a jamais rien écrit dessus, que ça veut dire que c'est pas possible. Donc j'ai relancé les personnes en fait de Florence qui avaient émis l'hypothèse que ce serait intéressant de chercher là-dessus, parce que bon, il serait temps maintenant d'approfondir le sujet et d'arrêter de toujours financer les mêmes sujets et d'essayer de voir un petit peu plus grand, des choses qui n'ont jamais été cherchées. Et je me suis dit, mais c'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse, quoi, parce que si l'association MassFD ne le fait pas, les personnes qui voudraient financer ce genre de choses ne pourraient pas trouver de financement, parce qu'il n'y a pas de preuve de résultats. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Peut-être qu'au final, ils vont nous dire, bah non, la mutation, c'est techniquement pas possible qu'il y ait des cellules mutées dans les neurones, et puis ça voudrait dire que voilà, l'argent a été perdu. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Et donc ce genre de sujet est vraiment difficile à financer. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né, on va dire, que sont nées les premières pistes en fait sur ce qu'allait devenir cette première bourse. Ensuite est venue la question de
comment on fait pour trouver les personnes, comment on fait une compétition en fait, comment on fait un appel d'offres pour ensuite sélectionner les personnes qui vont, ou la personne qui va avoir la bourse. Et c'est là que les choses se sont vraiment compliquées. L'année dernière, j'ai eu donc plein d'appels avec la fondation américaine. Et il y a eu un malentendu, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que c'était eux qui organisaient leur propre compétition, que c'était eux qui écrivaient le contrat qui allait lier la fondation avec le chercheur, et que c'était leur conseil scientifique du coup qui choisissait parmi les propositions. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, on s'est rendu compte qu'en fait on ne parlait pas de la même chose, et qu'en réalité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont bien un conseil scientifique qu'ils choisissent, mais ce n'est pas eux qui s'occupent de faire ni l'appel d'offres, ni le contrat. Donc toute la paperasse que moi, je serais incapable de faire. Et alors je leur dis, mais comment vous faites quoi ? Et aux États-Unis, tous les ans, il y a une compétition en fait de vélo, quoi, une course de vélo organisée par l'université de Pennsylvanie, donc UPenn. Et UPenn en fait apparemment c'est donc une université où on apprend des choses, mais en fait il y a des centres de recherche en fait qui sont inclus dans l'université. Et ce qu'ils font donc, c'est qu'ils organisent une course concernant les maladies rares. Donc en fait c'est pour sensibiliser les gens. Et en gros, donc les gens s'inscrivent, ils payent pour former une équipe de cyclistes pour faire la course ensemble. Et à leur inscription, ils reversent une donation en fait qui sont des dons offerts par leurs supporters. Voilà, pour faire simple, parce que ça a l'air plus compliqué que ça en réalité, mais bon, ils récoltent de l'argent et puis ensuite ils reversent cet argent à UPenn pour financer des bourses. Et UPenn en profite pour doubler en fait les montants qui sont donnés. Et la fondation du coup américaine ne passait que par ce biais-là pour financer des bourses. Donc ils m'ont dit fais comme nous, tu leur donnes de l'argent, eux tu leur donnes le sujet de l'appel d'offres, eux s'occupent de récupérer les candidatures. Ensuite, une fois qu'ils les ont, ils les donnent au conseil scientifique de la fondation américaine, qui relie, qui trie, etc., qui désigne le gagnant. Et ensuite, c'est l'université qui va faire un contrat avec le chercheur et reverser l'argent, etc., et vérifier que tout est fait dans les règles. Voilà. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas ? C'est une des manières, en fait, de faire un appel d'offres et d'offrir cette bourse de manière compétitive. Ça, c'est la meilleure option, disons. On ne se ferme pas de porte, on ouvre la bourse à tout le monde, comme ça, voilà, on est sûr de ne pas rater quoi que ce soit. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je pense que j'étais un petit peu insistante auprès du conseil scientifique américain et que je leur ai fait comprendre que je voulais que ça aille vite. À chaque fois je leur dis oui, mais quand est-ce qu'on y va quoi ? Moi les sous de la première bourse on les a récoltés, je sais plus quand c'était, mais peut-être en juillet dernier on avait déjà le montant, les 40 000 dollars pardon. Donc moi je leur disais là ça y est quoi, il faut se lancer, il faut trouver quelqu'un qui accepte le sujet et puis après voilà quoi, on y va. Et du coup ils ont commencé à chercher pour moi un autre moyen de trouver quelqu'un sans passer par la compétition. Alors évidemment j'en ai parlé avec le conseil des médecins de l'association MassFD. Ils m'ont bien fait comprendre que bon, c'est clair qu'à choisir,
le mode compétitif c'est forcément le mieux, mais que de passer par... sans faire de compétition, du coup, c'était plus risqué, donc il fallait faire vraiment attention à plein de choses. Ils m'ont listé vraiment une quantité de choses à faire avant. Et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, etc. Enfin bon, c'était un long débat et une longue discussion aussi avec mon mari pour qu'on choisisse cette option-là de ne pas faire de compétition et de choisir une seule personne et de lui offrir la bourse, enfin d'aller vers quelqu'un en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un et on lui propose la bourse en lui disant est-ce que tu veux étudier ça et donc là, avec cette première bourse, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc il y a le directeur de l'Institut de neurosciences de l'Iowa qui est spécialisé dans les anomalies génétiques, on va dire, du cerveau, et qui travaille depuis très très longtemps sur la protéine sur laquelle le gène est muté. Enfin, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais bon, en gros, cette mutation-là, il la connaît déjà. Il a un petit garçon qui est autiste et du coup, il fait ce métier-là. Il est vraiment très engagé dans son métier parce que voilà, il est papa d'un petit garçon qui est autiste et donc il veut vraiment faire avancer les choses, quoi. Il n'y a pas que le côté professionnel qui entre, qui m'a permis de choisir cette personne-là. Et donc avec le conseil scientifique, on a approché ce monsieur pour lui proposer le sujet d'étude, à savoir si la mutation du McCune-Albright pouvait être possible au niveau des neurones. Et puis d'étudier, si c'était le cas, qu'est-ce que ça engendre. Et donc ça devait être peut-être en septembre ou octobre dernier, je pense. Et pour faire ça dans les règles, donc il a tout de suite dit oui. Et donc la suite des choses, c'était qu'il fasse quand même officiellement un dossier afin d'expliquer tout ce qu'il veut faire, combien ça va coûter, quelles sont les personnes qui vont travailler avec lui, de quel matériel il va avoir besoin, etc. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu plein d'allers-retours, de paperasse. Encore aujourd'hui, la proposition, elle est sur le point d'être validée, mais elle n'est pas encore tout à fait. Donc ça a été vraiment beaucoup d'allers-retours pour que la proposition soit vraiment parfaite. Quoi vous dire d'autre? Donc aujourd'hui on en est là. Donc il nous a fait un devis où il y a tous les coûts qui sont détaillés. Et après, la question qui s'est posée, c'est comment je fais moi pour payer quelqu'un dans les règles et d'être sûr qu'il fasse son travail. Parce que bon, donner de l'argent à quelqu'un, c'est bien, mais moi je veux être certaine qu'il puisse pas dire ah bah non j'ai pas eu le temps, finalement ça n'a pas abouti, mais qu'il ne donne pas les résultats de ses travaux. Enfin il me faut quelque chose de sûr. Et jusqu'ici, la fondation américaine, elle a toujours travaillé bénévolement. C'est-à-dire que le conseil scientifique, moi j'ai rien payé, je leur ai pas donné de dons, j'ai pas... La fondation américaine, l'argent passe pas par eux. Ils sont vraiment intervenants de l'extérieur, disons. Mais pour tout sécuriser, ils m'ont proposé de passer par un autre organisme, donc qui est aussi en Iowa, et je pense qu'il est lié à l'université où travaille le docteur qui va avoir la bourse. Où c'est un organisme en fait qui s'occupe que de recevoir de l'argent, de recevoir des dons et de les redonner à la personne qui va travailler sur le sujet, mais de vérifier que l'argent est utilisé à bon escient et qu'à la fin la personne va publier quelque chose, etc. Donc en fait ça va permettre
de tout ficeler officiellement sans que moi j'ai besoin de faire de la paperasse et de trouver des contrats et de les faire traduire en anglais. Enfin bon, ça c'est... Enfin, je suis pas capable. Clairement, moi je suis pas capable de faire ça. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'option la plus facile de passer par un intermédiaire. Mais du coup, l'intermédiaire, forcément, il ne travaille pas gratuitement. Et de mémoire, là, je pense qu'ils doivent prendre 4000 $ de frais. En sachant que la bourse, finalement, ça ne va pas être une bourse de 40 000 $, mais une plus grosse bourse. Donc la première bourse va être de 56 000 $. C'est le coût qui a été chiffré par le scientifique et qui a aussi été validé par, il doit y avoir je crois 12 membres du conseil scientifique américain pour être sûr que ces chiffres sont valables et cohérents, etc. Et ça leur paraissait pas du tout fou d'augmenter la bourse pour avoir un projet sur un an. Donc aujourd'hui j'en suis là. Il faut que je fasse un... J'attends la nouvelle proposition finale du scientifique. Et là, je suis en train de me battre avec ma banque pendant le confinement pour essayer de les joindre, pour essayer de faire un virement à l'étranger. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que la banque de l'association a l'air d'avoir du mal à lâcher prise sur l'argent du compte. Et elle aimerait bien que ça reste chaud encore un petit peu, je pense, en France. Mais à un moment donné, moi je leur ai dit que j'ai ouvert le compte pour pouvoir tout reverser à un moment donné et que ça se remplit, puis à un moment donné ça se vide en entier pour se re-remplir derrière. Hein. C'est le but de l'opération. Donc voilà, j'en suis là. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, à la sortie du confinement, quand les banquiers n'auront plus d'excuses pour plus répondre à mes appels, ça va se débloquer et je pourrai officiellement divulguer le nom de la personne qui va recevoir la bourse et son sujet exact, etc. Pour vraiment faire la première bourse officielle de l'association MACEP. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais pas depuis combien de temps je papote, j'ai mis un chronomètre pour être sûr que mon appareil photo ne s'éteigne pas. Alors je réfléchis et je reviens. Alors me revoilà. Alors j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est que je vous ai expliqué qu'il y avait le mode compétition pour donner les bourses, le mode non compétitif aussi, mais j'ai trouvé récemment un organisme français qui pour la première fois reversait des bourses concernant les maladies rares osseuses. Alors ce groupe ça s'appelle la filière Oscar, dont j'avais déjà entendu parler et dont l'association MACFD officiellement fait partie, même si en réalité c'est pas vraiment une association de patients. Toutes les personnes qui sont adhérentes, pour la plupart, on va dire pour 90% des gens, ce sont des tricoteurs, des tricoteuses qui sont des adhérents sympathisants, disons, mais pas des patients. Mais malgré ça, l'association MACFD fait quand même partie de la filière Oscar. Et pour la première fois, donc cette année, j'ai reçu une newsletter là, il y a quelques semaines et ça m'a paru complètement fou que ça me tombe comme ça dessus. C'est complètement fou que ça me tombe dessus comme ça, mais aujourd'hui, il faut que je les contacte, hein, mais il se pourrait que la troisième bourse soit donnée via la filière Oscar. Ce qui voudrait dire au final que j'aurais essayé, je pense, tous les modes de donation. Donc la première avec où c'est moi qui ai choisi la personne. La deuxième avec l'université d'UPenn avec sa course de vélo
où là ce sera en mode compétitif et ouvert au monde entier. Je suppose qu'il y a beaucoup d'Américains du coup qui proposent des études pour avoir les bourses, mais on peut faire des appels à projets qui sont valides à tous les participants du monde. Mais donc là, ça veut dire qu'à la fin, au moment où la course va se dérouler, donc je crois que c'est le 13 juin, je viderai le compte en banque de ma CFD, ce qui restera entre les 56 000 $ versés pour la première bourse et la différence en fait qui me restera d'ici là. Donc je suppose que ce sera au moins 20 000 euros. Ces 20 000 euros là, disons, iront financer des cyclistes afin d'injecter l'argent à l'université de UPenn pour que ça parte dans une bourse concernant la dysplasie fibreuse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le conseil scientifique américain, c'était eux qui choisissaient l'appel d'offres et que c'était eux qui choisissaient du coup la personne qui allait gagner la bourse. Finalement, l'université d'UPenn, c'est un peu comme juste un intermédiaire. Ils n'ont pas de décision à prendre. Mais si jamais je reverse du coup 20 000 $, ce qui représente la moitié d'une bourse médicale, j'ai déjà vu avec le conseil scientifique américain d'avoir mon mot à dire sur l'appel d'offres, sur le sujet de l'appel d'offres. Donc je serai prise en compte et pareil au niveau de la sélection du projet. Alors évidemment, ils feront une présélection des sujets qui sont les plus vraiment les sujets les plus intéressants, mais j'aurai le droit en fait d'y accéder et de les lire et de leur donner mon avis. Donc ça me plaît parce que c'est pas juste donner de l'argent à quelqu'un et sans savoir ce qui va se passer derrière. Donc j'ai quand même un pouvoir décisionnel pas officiel, mais ça va me permettre de voir si je peux leur faire confiance et au moins j'aurais tenté. Voilà. Et donc le troisième type de bourse que je vais pouvoir ensuite offrir, c'est en passant par la filière Oscar. Mais là, il faut que je me renseigne parce que je ne sais pas s'ils financent que des projets français. Je sais pas... Enfin, je sais rien, quoi. Vraiment, j'ai juste vu que cette année, ils offraient, je vais dire n'importe quoi, je crois 4 bourses de 20 000 euros, où il fallait faire une recherche sur les maladies génétiques des os. Et ils insistaient sur le fait que les recherches sur la dysplasie fibreuse étaient encouragées. Donc je me suis dit, mais c'est énorme, quoi, parce que la filière Oscar, ils ne sont pas spécialisés dans la dysplasie fibreuse, ils traitent toutes les maladies osseuses, toutes les maladies rares osseuses, il y en a plein. Donc je ne sais pas si c'est juste cette année qu'ils voulaient se focaliser là-dessus ou si c'est quelque chose qui se suivra. En tout cas, là, je compte bien aller mettre mon grain de sel et aller leur parler, etc. Surtout que je connais la dame qui s'occupe de la filière Oscar que j'ai rencontrée. Quand est-ce que c'était? C'était quand je suis allée à la Grande Mercerie. Donc ça devait être en fin novembre 2019. Il y avait une réunion de docteurs en fait, pour qu'ils se mettent à la page, en fait, un peu comme la conférence à Florence, mais à Paris, juste avec les centres de référence qui sont un petit peu partout en France. Et ils se regroupaient fin novembre tous ensemble pour que les personnes qui ont vu, qui ont été à la conférence de Florence puissent diffuser les infos aux autres centres de référence de la maladie. Et j'ai eu la chance d'être invitée et la dame de la filière Oscar était là. Alors, je ne sais pas quel est son poste exactement, mais ça avait l'air d'être quelqu'un d'important. Et j'ai accès à elle, donc je pense qu'il faut que j'organise un rendez-vous téléphonique et que j'essaie de voir si elle est intéressée pour recevoir de l'argent de la part de l'association MassFD et de rajouter des bourses en fait, en plus que celles qui étaient prévues, spécifiques à la dysplasie fibreuse. Et voir si ou peut-être que c'est possible de faire des recherches sur le syndrome de McCune-Albright, je sais pas du tout. Donc la troisième bourse, je suppose qu'elle est seulement en train d'être financée maintenant. C'est-à-dire que là, jusqu'au 13... Non, je vous dis des bêtises.
jusqu'à la date de la course de vélo, là, le mi-juin. Tout ce qui sera récolté jusqu'à ce moment-là ira à la deuxième bourse. Et à partir de fin juin, ça commence, les fonds collectés permettront de financer la troisième bourse. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire qu'il y aura une vente éphémère. Quand est-ce que ce sera? Ce sera fin juin à mon avis. Pour les box de Noël. Les box de Noël 2020. Parce que d'habitude, j'ouvre les préventes en octobre. Oui, c'est ça, la première semaine d'octobre. Ce qui fait que j'ai du mal à anticiper le nombre d'écheveaux à atteindre. Parce qu'il me faut du temps pour confectionner les box. Donc en gros, je teins en octobre, les box sont confectionnées en novembre. Et en décembre, il faut les expédier. Sauf que vous êtes vraiment très 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 nombreuses à vouloir des box de Noël. Et à chaque fois, je n'arrive pas à en produire assez. Sauf que moi, toute seule, l'année dernière, j'ai atteint mon maximum. C'est-à-dire que la première année, en 2018, je crois que j'avais vendu 150 box. Et en 2019, là, j'en ai vendu plus de 300, peut-être 310, quelque chose comme ça. Et c'était la folie en fait, parce qu'au niveau volume, de faire à la chaîne et de monter les petits cartons, là, les colis, et de les coller les uns à côté des autres, ça représentait une surface de 100 mètres carrés peut-être. C'était immense, donc ça veut dire qu'il me fallait un endroit pour faire ça, parce que chez moi, j'ai pas d'aussi grande zone libre. Donc heureusement, j'ai la chance d'avoir une amie qui habite juste dans ma rue, qui fait de la teinture végétale aussi, qui était exposante au festival de l'écheveau solidaire l'année dernière. Et elle a une grande maison avec un étage qui n'est pas encore aménagé. Donc cet hiver, ce qui s'est passé, c'est qu'on était plusieurs à aller chez elle et confectionner les box. On laissait tout en plan, tout ouvert au sol. Et puis tous les jours, on rajoutait des produits, on fermait à la chaîne, etc. Et là, on s'est dit, il a fallu un camion un gros camion pour pouvoir tout amener à la poste en une seule fois. Enfin, ça commençait à être un peu l'usine, quoi. Et là, je me suis dit, bon, soit je continue de produire toute seule, auquel cas il faut que je m'y prenne vraiment longtemps avant, plusieurs mois avant. Et ça veut dire stocker les box quelque part, fermées. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'alimentaire, parce que du coup, si je vous mets quelque chose à manger, mais que ça fait depuis juillet que c'est dans le colis, ça ne va pas aller. Donc il fallait que je trouve une solution. Donc soit de déléguer la production, soit mince, je me suis perdue dans mes idées, du coup, il y a le chien du voisin. Ou soit de continuer de faire moi-même, mais de faire beaucoup plus tôt. Donc finalement, j'ai pas décidé de faire moi-même, parce que j'ai d'autres projets en cours et que moi j'aime bien papillonner et apprendre de nouvelles choses. Et je pense que la box de Noël maintenant, c'est quelque chose de bien ficelé, je sais comment gérer. J'ai plus qu'à trouver les idées, et puis après, pour la partie fournisseur, etc., je trouve que en 2 ans, j'ai réussi à améliorer ma manière de faire, et je pense que là, je peux augmenter, je peux arriver à déléguer ça pour pouvoir en proposer plus de box. Et donc, j'ai décidé de passer par un EHPAD pour faire travailler des personnes handicapées. Et pour le moment, c'est pas encore sûr, mais j'ai envoyé j'ai fait des demandes de devis. Et je pense que peu importe le prix qu'ils vont me proposer, dans tous les cas, j'accepterai, quoi, parce que c'est vraiment dommage de se restreindre. Et moi, je suis aussi frustrée que vous de ne pas être capable de produire ce qui pourrait être vendu. Le seul problème, c'est que la seule chose qui dépend de moi, c'est la laine à teindre. Et si je m'y prends assez tôt, stocker de la laine teinte, c'est pas vraiment très problématique. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une prévente éphémère qui aura lieu donc fin juin pour commencer à vendre les box de Noël. Enfin, pour que je sache à peu près, que je puisse anticiper la teinture de la laine. Et je pense
parce que c'est pas forcément la meilleure année pour acheter ça, on pense pas forcément à Noël, et puis après, au niveau budget, je sais pas, il y a peut-être des gens où c'est pas la bonne période de l'année, enfin j'en sais rien quoi. Je me dis que je verrai, et j'essaierai peut-être de reproposer une seconde pré-vente, toujours du même objet, hein, les box de Noël, en septembre ou en octobre. Là ce serait limité, on va dire, histoire d'avoir à produire entre septembre et octobre, juste les dernières box en fait, qui ont été vendues lors de la seconde prévente. Alors que la première, il n'y aurait pas de limite. S'il y a 500 personnes qui achètent des box à la première vente, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à les produire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que cette opération de box de Noël de juin, ça permettra de financer la 3e bourse. Voilà. Du coup, là ça fait un bon moment que je parle et je pense que celles qui ont tenu jusque là, j'espère qu'elles n'ont pas trop souffert. Mais je peux peut-être en profiter pour vous donner des petites indications sur la box de Noël 2020. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, hein, mais le but c'est d'essayer de toujours faire mieux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première année, en 2018, j'avais fait un livret où les patrons en fait, qui avaient été créés pour la box de Noël avaient été imprimés dans un petit livret agrafé en fait, comme un petit cahier. C'était l'horreur parce que ça m'a pris un mois d'édition, je crois, il y avait 24 pages. Donc entre temps j'ai changé d'ordinateur, donc j'étais limitée, on va dire, au niveau de mes capacités informatiques, ce qui n'aidait pas du tout à l'époque. Et ce qui fait qu'en 2019, je me suis dit plus jamais, c'était horrible. Et au final, il y avait eu une carte avec un bon pour l'e-book, avec un petit code, afin que les personnes puissent télécharger les patrons pour tricoter la laine des box de Noël. Mais moi j'avais l'impression, peut-être que ça a plu, enfin je sais pas, j'ai pas eu vraiment de retour sur, je sais pas ce qui vous plaît le plus, mais moi j'étais vraiment déçue de moi-même, de ne pas avoir été capable de progresser sur ce niveau-là et de proposer quelque chose d'encore plus qualitatif. Du coup, cette année, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je vais me prendre vraiment en avance, donc là, maintenant, et je vais vraiment faire travailler une équipe de designers et mettre en avant leur patron comme il se doit. Du coup, dans les dernières box, je crois qu'il y avait entre 4 et 5 patrons, je crois. Non, ouais, 4 ou 5. Sauf que là, il y en aura beaucoup plus. Actuellement, on en est à 12, à 11 patrons. Mais la surprise surtout, c'est que je vais l'éditer sous forme de magazine. Donc, je ne veux pas dire que c'est un livre, parce que ce ne sera pas un livre, mais ce sera un beau magazine, disons. Et donc là, je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir avoir un vrai shooting photo, de recevoir les prototypes des designers. C'est un boulot d'édition qui va commencer bientôt. Mais je me fais vraiment plaisir à progresser, on va dire, sur la qualité des box. Et donc, ce que je pense faire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix des box de Noël augmente tous les ans. Alors c'est pas du tout volontaire, et ce n'est pas du tout lié au coût de la vie ou ce genre de choses, parce que voilà, mon loyer il coûte plus cher, ou ma marchandise coûte plus cher. C'est vraiment pas du tout lié à ça. C'est simplement qu'à chaque fois je me lâche un peu et que je mets des produits qui coûtent de plus en plus cher, ou que je mets de plus en plus d'objets. C'est vraiment lié à ça, parce qu'à chaque fois les prix sont calculés de manière à ce que pour vous ce soit très 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 avantageux,
plutôt que d'acheter les produits séparément. Je crois que ça fait presque du 50% de réduction, quoi. Enfin, vous, ça vous permet de vous faire un cadeau que vous auriez peut-être pas pu vous offrir si vous aviez acheté tous les objets de la box. Et moi, ça me permet quand même de faire une marge assez intéressante pour travailler toute l'année pour mettre en place les box. Donc là, bonne et mauvaise nouvelle, c'est que le prix, après c'est pas non plus, la box ça va pas coûter 100 €, hein, ni 90 quoi, enfin ça va rester toujours dans les mêmes prix, mais à chaque fois ça augmente un petit peu, parce que c'est vraiment dur de choisir parmi les bonnes idées qu'on me donne, etc. Et que moi-même j'ai envie de... Je me mets à votre place et je me dis qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme cadeau cette année. Et donc là, je me dis que peut-être qu'au niveau budget, cette année peut-être que ça passera pas pour tout le monde. Et la première année, j'avais fait des box sans laine. Alors c'était pas vraiment par choix. C'était pas vraiment par choix. Je l'ai fait, mais surtout que c'est parce qu'on me l'a demandé, mais c'était pas parce que vous n'aviez pas le budget. C'est parce que moi, je pouvais plus produire de laine. Alors, je m'étais dit 150 écheveaux, 150 box de Noël la première année, où il y a 2 écheveaux, il faut que j'en produise 300. J'étais pas aussi bien installée que maintenant dans mon atelier teinture. Et pour moi, faire 300 écheveaux, ça me paraissait insurmontable. Et là, je me suis dit, mais si je continue de vendre des box de Noël, c'est pas raisonnable, quoi. Soit je vais pas arriver à les livrer à temps, soit je vais envoyer des écheveaux là comme ça mis en vrac dedans parce que j'aurai pas le temps. C'était pas possible. Mais j'ai l'impression que cette idée de mini box finalement, ça avait l'air de bien vous plaire. Alors je l'ai pas refait en 2019 parce que pour moi c'était vraiment compliqué à gérer de sortir tant de box de ça, tant de box de ça. C'était source d'erreur, surtout que j'avais des bénévoles qui m'ont aidé. Donc forcément, ça multiplie le risque d'erreur, tu vois. Enfin, tu vois, vous voyez. Enfin, je sais pas, vous qui m'écoutez. Je me suis dit que bon, c'était peut-être pas raisonnable de multiplier les petits pains et que une box de Noël identique pour tout le monde, c'était peut-être mieux à faire. Mais je pense que pour la prochaine, je vais changer de décision. Et là, c'est pas parce que j'arriverai pas à produire, mais c'est parce que voilà, je sais que là, si je vends 1000 box, je pense que je serai capable de les faire. C'est surtout pour une question de budget. Et donc ce que j'aimerais proposer, c'est de pouvoir acheter seulement le magazine. Alors évidemment, il n'y aura pas que le magazine. Je ne peux pas m'empêcher de mettre des choses dedans. Et tous les petits objets en fait, qui seraient dans la box seraient retrouvés en plus avec le magazine. Donc voilà pour la nouvelle au niveau des projets qui vont commencer bientôt. Donc là, je me suis pas encore... tout est dans ma tête, tout est fait dans ma tête concernant la box de Noël, mais au niveau de la production, rien n'est lancé, ni du magazine, parce que j'ai la pochette surprise en fait à boucler. À la base, cette pochette surprise, qui a été vendue là il y a 3 semaines, donc je sais pas quand je publierai cette vidéo là, mais début mai je crois, ou fin avril, je sais plus. Fin avril. Oui, fin avril. Je suppose que là, donc je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je pense que je vais pas tarder à publier la vidéo alors que les pochettes surprises seront envoyées qu'en juin. Mais j'en ai vendu 150 au lieu de 75 prévus. Donc j'ai doublé en fait la quantité des pochettes surprises quand j'ai vu qu'elles étaient parties en 39 minutes exactement. Et en fait c'est pas bien compliqué parce que dans une pochette surprise, en gros, il y a la laine toujours, mais bon, je mets les objets dans la pochette et puis j'envoie. Au niveau de la manutention, c'est pas trop compliqué. Mais il y a une chose que j'ai oublié de prendre en compte, c'est le rééchevaudage de la laine qu'il va avoir dans la pochette surprise, parce que c'est pas de la laine, faut pas que j'en dise trop, c'est pas de la laine traditionnelle, je sais pas comment vous dire.
c'est une fibre originale, disons, qui ne se rééchevaude pas aussi rapidement qu'un écheveau en mérinos par exemple. Et là j'ai estimé mon temps de rééchevaudage à 170 heures. Donc là je me suis dit non, j'ai déconné, je peux pas faire ça. Donc j'ai essayé de trouver une solution là pour essayer de vous faciliter la tâche pour bobiner vos écheveaux sans que moi je les rééchevaude vraiment en les passant d'un écheveau, en les faisant dérouler pour les remettre en écheveau. Donc voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, les pochettes surprises, j'y travaille activement et j'ai quand même assez hâte que ce soit fini pour ensuite passer au travail de la box de Noël et l'édition du magazine, etc. qui sera en vente du coup très bientôt. Donc j'essaie d'abord de finir d'envoyer toutes les commandes qui sont en cours parce que finalement je reçois quand même beaucoup de commandes personnalisées. Après je sais que j'accepte, enfin je sais que je pousse, enfin c'est pas que je pousse à ça, mais je dis pas à chaque poste arrêtez de me faire des demandes ou arrêtez de vouloir des choses qui n'existent pas chez moi. Au contraire, moi le but c'est de récolter des fonds, donc si jamais je peux grappiller un don par-ci par-là, bah forcément bah, je le fais. Donc du coup, si quelqu'un m'envoie un message privé un soir, un week-end, je suis pas une entreprise quoi. Donc moi il y a le côté émotionnel qui est là. Et, et du coup je parle avec beaucoup d'entre vous et au final il en découle souvent des commandes ou des écheveaux de telle couleur qui n'existent pas, dans une base qui n'existe pas, ou pour faire un projet spécifique. Enfin, donc voilà, donc en réalité, ce que je fais, c'est que quand j'ouvre la boutique en ligne, c'est que j'ai réussi à traiter tout ce qui était en cours. Voilà comment je fonctionne. Et là, du coup, je dois avoir peut-être 200 paquets à envoyer. Il faut que je fasse ça là en mai et début juin pour pouvoir ensuite enchaîner avec la box de Noël. Voilà. Je pense que j'aime bien ce format. Alors je pense que, je sais pas depuis combien de temps j'ai parlé, mais je pense que la vidéo est relativement longue. Mais moi j'aime bien en fait regarder des vidéos qui durent longtemps. Du coup il faut dire que je me presse pas là, à vous raconter ma vie. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que voilà, faut que j'arrête de faire mes mes que je me concentre, que je sois moins brouillon et que ce soit peut-être un peu plus structuré. Dites-moi. Et puis je vais essayer de refaire une prochaine vidéo du coup peut-être pour la pochette surprise, pour vous montrer en fait et puis peut-être vous expliquer du coup quel était le processus créatif, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Vous parler du patron qui va sortir en même temps. Enfin bon, à chaque fois il y a plein de choses à dire et vraiment je me sens très frustrée de ne pas partager avec vous au fur et à mesure toutes les idées que j'ai parce que souvent c'est beaucoup de secrets malheureusement, mais j'ai parlé récemment de faire une page Patreon et je me suis pas lancée parce que déjà je voulais être sûre que je sois capable de faire des vidéos régulièrement, mais là avec mon mari en fait on s'organise différemment par rapport aux 2 dernières années où où j'ai un peu beaucoup abusé de sa gentillesse et c'était lui qui s'occupait de Gaïa toute la journée, toute l'année. Et c'est pour ça en fait que j'ai réussi à avoir du temps pour les choses solidaires parce que tous les deux ils n'avaient pas besoin de moi, tout mon temps libre et toutes mes soirées, mes nuits étaient dédiées à l'écheveau solidaire. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer. Mais là bon, au bout de 2 ans, il m'a bien fait comprendre qu'il fallait que j'arrête mes conneries et qu'il fallait qu'on revoie notre organisation. Donc depuis janvier, officiellement, je ne travaille plus qu'une semaine sur 2.
Alors je sais pas si ça s'est vu parce que déjà sur les réseaux sociaux je suis moins présente parce que déjà avec 2 fois moins de temps, moi le principal c'est que il faut que j'honore les commandes qui ont été passées, etc. Donc si jamais je dois choisir, je suis moins sur les réseaux sociaux, mais je suis à faire des paquets et préparer tout ça pour la poste, ou teindre, etc. Mais c'est une organisation qui marche. Et donc je mets plus de temps pour répondre aux mails parce que si ça tombe pas la bonne semaine, il m'arrive de pouvoir lire les mails le soir, mais j'y réponds pas et du coup voilà, j'attends la semaine d'après pour faire toute une journée mail. Donc c'est comme ça que j'arrive à m'organiser. Et pourquoi je vous disais ça? Que la pochette surprise, non, je sais plus. Une organisation. Ah oui, de Patreon. C'est ça. Donc là, une semaine sur deux, je sais que maintenant, depuis janvier, que l'on travaille comme ça, j'essaye de me bloquer au minimum une journée de teinture. Et le lendemain, à devoir finir de rincer les échevaux, les essorer, voilà, les faire sécher, les rééchevauder, les étiqueter, tout ça. Et ça, je le fais rarement en début de semaine parce que je suis crevée de ma semaine avec Gaïa. C'est vraiment la semaine à s'occuper d'elle. C'est beaucoup plus intense qu'une journée, qu'une semaine à passer à vendre sur un salon ou à jardiner du matin au soir. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc en début de semaine, quand j'ai mon temps disponible, c'est souvent en début de semaine que je fais mes mails, que je reste physiquement assise, tranquille et à travailler sur l'ordinateur. Et en fin de semaine que j'arrive à plutôt retrouver de l'énergie pour faire des choses physiques, dont la teinture. Et j'aimerais bien essayer de caser un jour officiel dans mon emploi du temps pour faire des vidéos. Donc là, nous sommes samedi, donc il me manque de la citrique pour teindre. Donc cette semaine, ma session teinture a sauté parce que j'ai pas voulu en recommander par la poste. Mais je suppose que d'ici 2 semaines, j'aurai de nouveau mes vendredis et mes samedis dédiés à la teinture. Et que j'essaierai de mettre en place cette fameuse journée pour tourner des vidéos. Parce que ça, c'est sûr que du contenu et de blablater comme ça, ça peut durer des heures et des heures et des heures. Surtout sur les prochaines pochettes surprises, par exemple, parce qu'il y en a d'autres. Au moins une autre qui va arriver. Désolée, ça a encore coupé. Et je disais que pour Patreon, je me demandais en fait où allait l'argent des dons. Est-ce que c'est les chevaux solidaires qui vous intéressent? Auquel cas, ça paraît logique que les fonds récoltés via Patreon reviennent à l'association MassFD. Ou est-ce que je me sers de Patreon comme un moyen de me rémunérer? Je trouvais que c'était une bonne idée, mais au final, me rémunérer moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt de rémunérer ma famille. Auquel cas, ce serait l'association Help Gaïa en fait, qui serait bénéficiaire des dons. C'est la deuxième association en fait, que j'ai créée afin de pouvoir financer les dépenses relatives à la maladie de Gaïa, comme par exemple quand on va à l'hôpital, tous les frais de transport, mais que la sécurité sociale ne veut pas nous rembourser, ou du matériel médical, pareil, qui n'est pas vraiment prévu pour sa pathologie. Ça peut être aussi les travaux dans notre maison pour qu'elle soit dans un environnement sain. Donc ça peut être vraiment des grosses dépenses, quoi. Donc on a vraiment besoin aussi d'aide financière personnellement. Et je me suis dit que ce Patreon, c'était pas clair dans ma tête en fait de ce que je pouvais en faire. Est-ce que vous aimeriez avoir des nouvelles que de les chevaux solidaires, ou bien est-ce que j'intègre aussi des nouvelles d'Help Gaïa, parce qu'il y aura plus tard une boutique en ligne aussi, un peu comme les chevaux solidaires. Là, c'est ce que je suis en train de monter ces dernières semaines pour pouvoir financer aussi cette seconde association-là.
Donc voilà, je sais pas. Si au niveau Patreon vous avez des suggestions, est-ce que je mélange tout, un petit peu de tout, quoi. Enfin, tout notre quotidien à nous, entre notre vie personnelle, les opérations qui nous concernent nous, notre famille, et les opérations qui concernent la recherche médicale. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous paraît confus en fait que je mélange tout, ou si vous allez arriver à suivre, surtout les personnes qui arrivent ici au fur et à mesure. J'ai pas mal d'abonnés qui sont arrivés récemment, et, je pense que j'explique peut-être pas assez suffisamment vraiment les bases de Les Chevaux Solidaires, que Les Chevaux Solidaires c'est pas une association, c'est une collecte en fait, une opération qui permet de récolter pour une association qui s'appelle MASFD, donc McCune-Albright Syndrome et Fibrodysplasia, donc les abréviations de la maladie pour laquelle on cherche un remède. Voilà, je sais pas, si vous avez des idées, dites-moi. Le but ce serait pas de faire plusieurs Patreon parce que je m'en sortirai pas niveau temps de tout séparer. Mais voilà, j'attends votre retour si vous avez envie. Bah, je vous dis à bientôt, j'espère, pour la prochaine vidéo sur la pochette surprise. Et j'espère que j'arriverai à me tenir à ce nouveau format de communication qui me plaît beaucoup. Voilà, à très vite!